Bien, bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux ce matin. Il y a des petits changements ce matin, donc c'est un peu la course. Vous m'excuserez, je vais devoir gérer l'ensemble, l'intégralité de ce webinaire qui normalement est co-animé, ma collègue ayant été hospitalisée. Donc, je suis Elsa Distel, je suis coordinatrice du réseau Compost Citoyen. Et par ailleurs, je travaille à la Maison du Compost, qui est une association d'accompagnement et de promotion du compostage sur Strasbourg. Ma collègue Gaëlle, qui aurait dû être parmi nous et qui a, il faut le dire, préparé de main de maître ce webinaire, Gaëlle Matija est maître composteur également. Elle est consultante et formatrice pour Mocoche, Solutions Fertiles, qui accompagne le compostage en Moselle, et elle est également coprésidente du réseau Compost Citoyen qui organise ce webinaire. On aura l'occasion aujourd'hui de faire la connaissance avec deux intervenants et voir trois expériences. Le premier, c'est Monsieur Calvente. J'espère que je prononce bien votre nom, qui est le principal du collège Lucien Pouc de Rémilly, si je ne m'abuse, et vous avez mis en place le compostage dans votre établissement. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, je suis gestionnaire du collège, pas principal. Ah pardon, gestionnaire, mes notes, je corrige. Je vais le faire de suite. Nous recevons aussi Monsieur Mortas. Bonjour Nicolas, qui est consultant et cofondateur du bureau d'études Organéo, enfin qui est une entreprise basée à Metz et à Paris, qui s'occupe à la fois de formation et d'accompagnement et qui nous présentera les intérêts d'un accompagnement professionnel pour les démarches de compostage en établissement, notamment dans tous ces aspects de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors Nicolas, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas. Et je vous présenterai, je me ferai le porte-voix de l'EHPAD Emmaüs, que ma structure a accompagné dans sa mise en place du compostage. Messieurs Méchine et Reb n'étant pas disponibles aujourd'hui, ils étaient disponibles pour le premier, mais pas pour ce report. Donc, nous avons travaillé ensemble pour pouvoir vous présenter leur expérience. Voilà, je vais de ce pas vous partager mon écran. Non, ce n'est pas le bon. Est-ce que vous voyez le webinaire émis? Parfait. Oui, on le voit bien, merci. Il faut juste que j'arrive à le... Voilà, en plein écran. Voilà, donc rapidement, le petit programme de la journée. Donc, vous avez un petit changement. Ce ne sera pas M. Méchine qui interviendra, ce sera moi. Donc, nous allons d'abord faire un petit temps d'accueil. Je vous présenterai également le réseau. On fera un état des lieux sur la réglementation liée au compostage en établissement. Il y aura ensuite le témoignage de M. Calvente, qui n'est pas principal mais gestionnaire, je corrigerai, du collège Lucien Pouc. La présentation sur l'expérimentation de l'EHPAD Emmaüs Diaconesse à Strasbourg-Königshofen. La présentation de Nicolas sur les atouts. Non, d'abord les atouts économiques et sociaux du compostage en établissement, puis la présentation de Nicolas sur l'accompagnement. Tout au long, je vous propose de pouvoir échanger. Donc, si vous avez des questions, passez par la boîte de conversation que vous trouverez l'onglet en bas de votre écran. Ce sera plus facile, ou levez la main pour ceux qui sont alertes. Je tâcherai d'être attentive à tous les écrans. Voilà. Donc, le réseau Compost Citoyen Grand Est, donc nous sommes un réseau d'acteurs. Nous sommes une entité régionale. Nous travaillons avec plusieurs autres entités régionales
et nous sommes en lien avec le réseau Compost Citoyen National. Donc, nous nous déployons en région, nous réunissons à la fois associations, acteurs engagés dans la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Cette dénomination, vous allez la retrouver plusieurs fois, je pense, au cours de cette présentation. L'acronyme, c'est la PGPROX, donc Prévention et Gestion de proximité des biodéchets. Nous nous attelons à promouvoir la sensibilisation, la formation et sur toutes les formes de compostage, et ainsi que toutes les démarches d'évitement. Notamment, donc, on va y retrouver les méthodes naturelles de jardinage et pour éviter les déchets verts et les méthodes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Tous les membres de notre association ont un lien avec les biodéchets. En Grand Est, le réseau s'est créé en 2019, en octobre 2019. Donc, l'association a officiellement été créée en octobre 2019. Aujourd'hui, elle regroupe pour l'instant une quarantaine de membres. On y trouve des associations, des entreprises, des organismes de formation, des collectivités et quelques particuliers. Cette association et notre plan d'action ne pourraient pas exister sans le soutien de l'ADEME, qui est à la fois un soutien financier, mais aussi un soutien technique et d'estime. Alors, vous trouvez un certain nombre des acteurs sur cette carte et le détail. Il y a actuellement, ça a un peu évolué, mais on est toujours une quarantaine d'adhérents. Il y a un peu moins d'individuels parce que les individuels qui étaient présents en 2021 ont monté leur structure, donc il y a un peu plus d'entreprises. Alors, notre objet associatif est de promouvoir donc, la prévention et la gestion de proximité par l'évitement, donc toutes les méthodes de prévention, le détournement, le lombri ou vermicompostage et le compostage, et toute forme innovante qui permettent de gérer les biodéchets en proximité. Et notre objectif est également de rassembler, de représenter et d'accompagner les acteurs. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, j'ai envie de dire. On a différents plans d'action, enfin, on a un plan d'action qui se découpe en 4 axes. Alors, nous allons avoir, dans l'axe 1, on va déployer les actions du réseau national, en fait, du réseau Compost Citoyen National en région, notamment Tous au Compost et Café Compost. L'axe 2, nous créons des temps d'échange et de rencontres, alors des temps d'échange virtuels comme celui-ci, et des temps de rencontre pour les techniciens, notamment les journées techniques. Nous organisons également un voyage d'études à la fin du mois d'octobre. Même si les inscriptions sur Helloasso sont closes, il est encore possible de manifester votre intérêt, mais vite, avant qu'on ne perdions les chambres réservées. Nous accompagnons la professionnalisation des acteurs parce que l'ensemble des membres du réseau sont convaincus que du personnel formé permet une action efficace. Et enfin, nous nous positionnons comme centre de ressources en créant fiches pratiques, des argumentaires pour nos adhérents. Nous avons recensé aussi un certain nombre d'outils de communication dont le contenu a été validé. Nous mutualisons également des outils et un observatoire des pratiques concernant la PGPROX sera mis en place, sera développé. Quelques petites dates, les prochains temps forts, donc le voyage d'études en Bourgogne-Franche-Comté les 19 et 20 octobre prochains, le dernier webinaire élu de notre série, donc nous en faisons 3 par an pour l'instant. Le webinaire sera consacré au coût de la PGPROX et aura lieu le 8 novembre. J'espère que vous y rencontrerez Gaëlle à cette occasion. Et un dernier webinaire thématique pour clore l'année sur les biodéchets des métiers de bouche le 29 novembre 2022 en partenariat avec des professionnels du secteur. Évidemment, si jamais vous aviez envie de soutenir notre action, n'hésitez pas à faire adhérer votre collectivité, à adhérer individuellement. L'ensemble des informations sont disponibles sur le site ou vous pouvez directement me contacter. Voilà.
Après cette présentation du réseau, alors pour ceux qui nous suivent habituellement, elle est un peu redondante, mais pour l'instant, on n'a pas encore une assise suffisante pour pouvoir nous en passer, vu que nous accueillons avec plaisir à chaque fois de nouveaux participants. Nous allons parler, donc revenir un peu sur la réglementation qui encadre la thématique du compostage en établissement. Donc, qui dit préparation de repas pour le collectif, dit 2 types de biodéchets. Il y aura les déchets de cuisine, les épluchures, notamment les épluchures, mais aussi les restes de préparation de repas et le retour d'assiette que l'on appelle les déchets de table. Et aussi, et les autres biodéchets, il y a les déchets des parcs et des jardins, de toute façon, qui sont indispensables, pardon, je bafouille, au compostage. Donc, avant de parler de la valorisation, entre guillemets, de ces biodéchets, notamment alimentaires, par le compostage, il nous a semblé important de parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire donc, concerne l'ensemble des aliments qui ont été jetés alors qu'ils étaient destinés à l'alimentation, jetés ou détournés de leur première destination, alors qu'ils étaient destinés justement à nourrir l'humain. Donc tout ce qui n'est pas consommé par l'homme, mais qui a été produit pour nourrir l'homme, rentre dans le cadre du gaspillage alimentaire. Donc même si dans attendez, il y a quelqu'un qui est arrivé, pardon. Même si dans l'élimination des déchets, on donne en alimentation pour les poules, l'aliment que l'on va donner aux poules, par exemple, n'a pas été fabriqué ou créé pour nourrir les poules. Il a été créé pour pouvoir nourrir l'humain. Donc, ça rentre dans le cadre du gaspillage alimentaire. Permettre la lutte contre les gaspillages alimentaires permet aussi de diminuer le volume à traiter en fin. Donc, c'est un préalable et un prérequis indispensable. En France, nous sommes assez, entre guillemets, vernis, parce que la France a été le premier pays en 2016, le premier pays du monde, à promulguer donc une loi portant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, vous avez sous vos yeux l'évolution des textes et donc, qui régissent cette lutte. Donc, entre 2015 et 2020, plusieurs textes se sont succédés et globalement, l'idée est de réduire d'ici 2025, de réduire de 50% la quantité de gaspillage alimentaire par rapport aux chiffres déterminés en 2015. Donc, une baisse de 50% en 10 ans. Pour atteindre ces objectifs, les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire doivent être mises en œuvre avec un ordre de priorité qui a été défini dès 2016. D'abord, la prévention du gaspillage alimentaire, la transformation ou le don des invendus propres à la consommation, puis la valorisation. Alors, le législateur a positionné d'abord l'alimentation animale, puis le compostage pour l'agriculture, et enfin la valorisation énergétique. Donc, tous les acteurs de la restauration collective, que ces acteurs soient dans le secteur public ou privé, doivent réaliser un diagnostic pour estimer les quantités de denrées alimentaires gaspillées, mais pour estimer également le coût de ce gaspillage. Ce diagnostic doit mettre à jour l'approvisionnement en produits durables de l'établissement de restauration et doit permettre la mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à travers un plan d'action ciblé. Alors, le législateur a ciblé notamment les écoles. Il y a une obligation de former et d'éduquer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette obligation concerne aussi la politique RSE des entreprises. Et pour les restaurations qui préparent plus de 3000 repas par jour, elles ont aussi l'obligation de chercher à mettre en place un partenariat de dons avec au moins une association habilitée sur leur territoire. Donc, voilà. Pour ce qui est des
Donc, je vous ai mis quelques petites illustrations pour varier un peu. Pour ce qui est des interdictions, elles sont particulièrement notables pour l'agroalimentaire ou la grande distribution. Elles concernent aussi la restauration collective à travers notamment l'interdiction de dénaturer les restes alimentaires qui seraient encore consommables. Un certain nombre de professionnels, pour éviter la récupération, avaient pris l'habitude d'asperger les denrées de javel, notamment. Voilà, donc ça, c'est strictement interdit. Voilà. Donc, la lutte contre le gaspillage alimentaire est encadrée par la loi, c'est tant mieux. C'est une manière efficace d'inciter les acteurs de la restauration collective à mener à la fois sa réflexion et des actions concrètes pour réduire les biodéchets avant même de penser à leur valorisation, ce qui permettra de dimensionner les sites aussi en connaissance de cause. Alors, concernant la réglementation des biodéchets, donc ce sont toujours les mêmes lois que l'on présente pour ceux qui ont suivi nos webinaires précédents. Donc, la loi n'a fait que tendre vers l'obligation du tri à la source des biodéchets, donc à l'horizon du 1er janvier 2024 ou du 31 décembre 2023, au choix. Les biodéchets n'auront plus place dans la poubelle des ordures ménagères. Pour les gros producteurs, donc ceux qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets, ils ont cette obligation depuis 2010, avec donc les premières lois Grenelle. Donc, si dans vos établissements, pour l'instant, rien n'a été mis en place pour trier les biodéchets, les collecter ou les valoriser sur place, il va falloir y songer rapidement parce qu'en fait, vous allez tomber sur le coup de la loi. Et a priori, les amendes européennes, elles seront salées. Alors, comment elles seront réparties, enfin répercutées sur le territoire national, on ne sait pas, mais en tout cas, l'Europe sera vigilante sur ce point. Donc, il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous et à vous pour pouvoir répondre à ces obligations. Il y a d'abord, on peut attendre d'être contrôlé, de payer l'amende et de mettre en place des choses. Je pense a priori que ce n'est pas la bonne solution et si vous êtes là, ce n'est pas celle que vous envisagez. On peut aussi payer un collecteur qui va se charger de l'ensemble des biodéchets, les déplacer, donc émettre forcément des gaz à effet de serre pour pouvoir les traiter, les valoriser. Ou alors, on peut être acteur de cette transition, et c'est ce que l'on souhaite mettre en avant aujourd'hui par ce webinaire, et notamment mettant en place du compostage en établissement, en sortie, on appelle ça en sortie de cantine aussi, après la mise en place d'un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de l'établissement. Grâce à ce plan, enfin à ce programme, on va atteindre bien plus d'objectifs que ceux qu'on s'est fixés au départ, parce qu'il y a forcément tout un pan d'éducation à l'environnement, tout un pan de prise de conscience et de connaissance des déchets émis. On va aussi pouvoir aborder différentes questions qui vont tourner autour de l'alimentation, de sa fabrication, etc. Donc, les résultats seront beaucoup plus riches que ceux escomptés au départ. Voilà. Hop, à nouveau quelques images concrètes de mise en place de compostage en établissement. Donc, ici, c'était dans un lycée. Donc, le compostage de proximité, tout comme le compostage en établissement, ils sont régis par la circulaire du 13 décembre 2012 et l'arrêté ministériel du 9 avril 2018. Et il y a un certain nombre d'obligations pour la gestion de ces sites. Il faut une structure responsable, en général l'établissement dans ce cas. Il faut qu'elle soit supervisée par un maître composteur, qu'il soit dans l'établissement ou hors de l'établissement. Donc,
il peut être aussi au sein de la collectivité. Il faut plusieurs référents formés. Il faut tenir un registre qui va faire apparaître les apports, qui va faire apparaître les grandes étapes, la quantité d'apports, les grandes étapes d'entretien du site. Il va falloir réaliser un bilan et l'archiver de manière annuelle afin que d'éventuels contrôles puissent être faits. Donc ça, ce sont les précisions sur le registre, le périmètre de l'installation, les quantités hebdomadaires qui ne doivent pas dépasser 1 tonne de déchets de cuisine et de table par semaine. Il faut la présence d'un stock de matières sèches en quantité suffisante et dont l'approvisionnement est sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture dans l'approvisionnement, vous ne risquez pas de tomber en panne de matières sèches. Et le compost ne pourra être distribué que pour un usage local. Voilà, donc là, vous avez un exemple à gauche d'un carnet de suivi tenu par la personne qui gérait le site dont vous avez vu les photos. Et à droite, une autre manière de rendre les résultats de manière informatique. Donc après, c'est au choix. Donc, les biodéchets sont les déchets verts et les déchets de cuisine et de table. Les déchets verts relèvent du code de l'environnement. Les déchets verts, c'est tout ce qui est tonte, feuilles mortes, branchages, résidus de désherbage, etc. Donc tout ce qui vient des parcs et des jardins. Et les déchets de cuisine et de table, eux, que vous ayez un repas végétarien ou pas, ils sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3 et donc qui vont faire l'objet d'un règlement sanitaire particulier. Même si c'est que du végétal, le législateur considère qu'il peut y avoir des contaminations croisées, voilà, lors de la préparation. Et donc, tout va être mis sous la même catégorie. Donc, les déchets les sous-produits animaux de catégorie 3 sont considérés comme n'ayant pas de risque sanitaire pour la santé animale ou publique. On voit de quoi ils se composent. Vous avez donc les différentes catégories de sous-produits animaux, les parties d'animaux abattus propres à la consommation humaine, les plumes, les poils, le sang, les anciennes denrées, les déchets de cuisine et de table, le lait, les ovoproduits, les produits dérivés de lait, donc en gros tout ce qui peut être mis en œuvre dans une cuisine, dans une restauration collective. Et ces déchets peuvent être traités en compostage industriel, en méthanisation, mais aussi en compostage de proximité. Voilà pour cette présentation rapide. Donc, le diaporama sera de toute façon disponible sur le site internet du réseau. On est un peu en train de revoir un peu son ergonomie afin de pouvoir en faciliter l'accès, mais vous pourrez y revenir tranquillement pour pouvoir vous réapproprier toutes ces informations. Si on fait un petit focus rapidement sur l'apport des produits carnés, il n'y a aucune interdiction réglementaire, on l'a vu, pour composter la viande ou le poisson. Les biodéchets les biodéchets qui sont concernés par la réglementation sont l'ensemble des biodéchets, quels qu'ils soient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Éventuellement, j'espère ne pas vous avoir perdu, ni noyé sous les informations. S'il y a pas de Vous m'entendez? Oui. Oui. J'ai pris un peu la réunion en cours parce que j'étais en déplacement. Donc, si j'ai bien compris, les établissements, donc même périscolaires, devront passer obligatoirement sous la loi donc de la réduction des déchets. C'est une obligation qu'ils mettent quelque chose en place, c'est ça? Oui, c'est une obligation, effectivement. D'accord. Et après, comme pour le particulier, en fait, le libre choix est laissé entre collecte ou traitement in situ. D'accord. Où il est traité ou sur place, d'accord. Soit vous passez un marché et c'est un prestataire extérieur qui le fera, mais disons que l'implication du coup citoyenne n'est pas du tout la même. Bien Et sûr. le coût n'est pas du tout le même non plus.
Mais ça, D'accord. j'espère qu'on vous aura convaincu à la fin du webinaire. Oui, bon, moi, j'ai déjà mis des composteurs en place sur la commune. Moi, je suis de Baudevillers. Et donc, j'ai déjà, par le biais de Monsieur Dussard, que vous connaissez sans doute, du CIVOM, et ça se passe très bien. Donc, pourquoi pas ne pas relancer ça avec chez nous, la MJC, hein, puisque c'est eux qui s'occupent du périscolaire. Ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui, j'ai juste je voudrais vraiment être sûre de ce que j'ai compris. On est d'accord que du coup, toute la viande qui est cuisinée et qui est servie en cantine, mais qui ne serait pas mangée, on peut la mettre dans le composteur. Oui. D'accord. Parce que jusque-là, c'est quand même une idée reçue peut-être qu'on avait, mais on nous disait toujours que tout ce qui était produits laitiers et viande n'était pas à mettre dans le composteur. En fait, tout ce qui est organique se composte. C'est une D'accord, question ok. de maîtrise du processus, en fait. D'accord. Et donc, il faut être vigilant à quoi, en fait, par rapport à si on y met de la viande En fait, ce n'est pas tout à fait la même démarche que quand on a un composteur végétarien. On va pas forcément remuer. Enfin, au niveau de la technique même de compostage, il y a un peu des différences dans la mesure où, par exemple, quand on n'a que du végétarien, que du végétal, on peut remuer de suite, ça ne portera pas. Alors que là, on va enfouir les denrées, mettre du broyat par-dessus pour faire filtre. Et on ne va pas tout de suite remuer parce que si on remue, en fait, notre filtre, il va se retrouver en dessous et les denrées au-dessus. D'accord. Et le broyeur, c'est les tonnes de gazon et des choses comme ça? Alors, ça va être plutôt du déchet ligneux. Il vaut mieux que ce soit ligneux, d'accord. Donc qui contient de la lignine, donc plutôt des déchets de branches que. Alors, si vous pouvez mettre de la tonte sèche, mais point trop d'infos, en fait. Il va falloir quand même que ce soit des déchets un peu plus solides, ce sera plus efficace, je pense. D'accord. Mais c'est pour ça que la formation, l'accompagnement sont indispensables, en fait, parce que c'est une technique, en fait. C'est une technique à apprendre qui n'est pas complètement. Qui n'est pas inaccessible, mais il faut l'apprendre. Oui, d'accord, ok, très bien. Merci. Je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Elsa. En fait, autant quand on composte uniquement des déchets végétaux, on peut avoir des petits ratés dans le suivi. Par contre, quand on composte des déchets d'origine animale, là, les bonnes pratiques, c'est absolument impératif de les suivre. C'est-à-dire que la moindre erreur, on la paye tout de suite quand on composte des déchets d'origine carnée, par exemple. Donc, il faut être vraiment très, très rigoureux dans sa gestion de son composteur. Et c'est pour cela que souvent, on a l'idée reçue, il y a eu souvent des préconisations de dire éviter les déchets de viande ou de sous-produits animaux dans le composteur, tout simplement parce que c'est plus simple pour les gens de gérer des déchets 100% végétaux. Tandis que si vous êtes sur des déchets d'origine animale, eh bien, comme l'a dit Elsa, il faut être très rigoureux sur les pratiques. Oui. Du coup, quand on passera une loi qui touchera tout le monde, même les particuliers, ça veut dire qu'on sera tous obligés de connaître les méthodes et de les appliquer pour la viande ou Alors, la réglementation, c'est pour tout le monde. Quand Elsa parle du 31 décembre 2023, c'est tous les citoyens français qui sont concernés par la réglementation. Les collectivités à compétence déchets sont obligées de proposer une solution pour l'ensemble de la population pour un tri séparatif des biodéchets en vue de leur valorisation. Et ça passe soit par la collecte, soit par le compostage de proximité. D'accord. Donc, si nous, en tant que particulier, on ne se sent pas en mesure, ou si on n'a pas la place pour un composteur, notre commune, par exemple, mettra en place un composteur et quelqu'un qui gérera du coup l'enfouissement des… Alors déjà, non, déjà chez soi, est-ce qu'on a beaucoup de viande dans le composteur? C'est très, très rare. Oui. Ou alors, c'est que vraiment, on est ce dont on parlera tout à l'heure. La carcasse du poulet, par exemple. Alors oui, la carcasse du poulet, mais bon, ce sont des biodéchets qu'on a de manière assez ponctuelle, à moins que vous mangiez le poulet tous les dimanches, par exemple. Mais voilà, effectivement, les os, mais ça ne pose pas de problème technique dans le composteur. Ce qu'il y a, c'est que voilà, vous avez retrouvé les os tels quels. Après,
Tout est question de, comment dire, d'habitude et de pratique, mais oui, enfin, à la maison, enfin, moi, à titre personnel, je n'ai aucun problème à gérer l'ensemble de mes déchets alimentaires dans mon composteur. C'est vraiment pas difficile parce que chez soi, si on gaspille pas trop de nourriture, on n'a pas beaucoup de déchets animaux. Et là, on n'a pas de problème particulier sur la gestion. Mais ce que Ok. disait Elsa est très vrai. Si on veut que tout le monde puisse être en capacité de composter correctement, il faut de l'accompagnement et de la formation. Ça, c'est indispensable. Hein. Parce qu'il y a vraiment, enfin, parfois, quand on est en formation, on découvre des choses auxquelles on n'a même pas pensé, des pratiques qui sont totalement à l'encontre du bon sens. Donc, ouais, effectivement, il faut bien accompagner les gens à ce sujet. Mais d'ailleurs, la visite, enfin, les journées, le voyage d'études proposé par le RCC en Bourgogne-Franche-Comté, qui va à la rencontre de structures qui accompagnent et qui forment sur Dijon et sur Besançon, où il y a beaucoup de, comment dire, il y a un historique de plus de 10 ans sur l'accompagnement de la population sur ces thématiques. Ce serait très intéressant et ça répondrait pas mal à vos questions. J'ai une question. Oui. Les collectivités, les mairies, toutes les structures périscolaires sont déjà informées sur cette obligation, cette loi qui passera au 31 décembre 2023 ? Alors, nous, on ne fait que le répéter depuis moult années, en fait, depuis qu'elle a été promulguée, en fait. Par contre, je suis désolée, nul n'est censé ignorer la loi, en fait. Donc voilà, après, normalement, alors c'est sûr que c'est pas le sujet dont on entend parler le plus souvent en ce moment, mais effectivement. Après, excusez-moi, je me permets d'intervenir. A priori, les services des collectivités qui gèrent les déchets sont quand même relativement au courant. Normalement. A priori, essayent de proposer des services cohérents du coup avec cette loi. Peut-être qu'il faudrait regarder avec les services de la collectivité qui gèrent la partie déchets pour savoir qu'est-ce qui va être mis en place. Et à ce moment-là, les périscolaires seraient tout à fait concernés. Ils pourraient choisir entre la collecte et le compostage de proximité. Mais je pense que, comme dit, hein, à mon avis, les services sont tout à fait au courant et il ne faut pas manquer de vous rapprocher de vos services qui gèrent les déchets. Les services déchets sont tout à fait au fait. Il y a une question sur l'obligation d'un maître composteur pour superviser le compostage en établissement. Alors, à titre personnel et de coordinatrice, j'aimerais bien que dans chaque établissement, il y ait un maître composteur. Voilà. Sauf que le maître composteur, il a un territoire d'action plus large, donc il peut être rattaché à la collectivité, mais il faut que l'établissement ait la possibilité de faire appel à un maître composteur en cas de souci pour se faire conseiller, voilà, une fois qu'ils ont été formés, selon ce qui peut se présenter, il lui faut cette possibilité-là d'avoir recours à une personne un peu expérimentée sur le territoire. C'est tout à fait ce que dit Elsa. Hein. La réglementation, elle le dit comme ça. Il faut pouvoir faire appel à un maître composteur en cas de dysfonctionnement. Voilà. Et par contre, effectivement, pour gérer un site, alors je pense que la formation référent de site ne suffit pas. Pour le compostage en établissement, guide, c'est quand même un peu mieux, je pense. On va laisser la parole à Monsieur Calvente pour son retour d'expérience et il y aura certainement d'autres questions par la suite. Donc, je vais partager l'écran. Monsieur Calvente, je vous fais défiler. Vous voulez la main? Non, vous pouvez faire défiler. D'accord, très bien. Merci. Donc, je voulais un peu présenter notre consommation au niveau de l'établissement. Donc, en moyenne, sur l'année, on faisait 74 000 repas sur l'année. Donc, c'est la deuxième diapositive. Donc, en moyenne, on faisait 610 repas en 2017. Et là, on est passé à 470 repas, parce qu'on a perdu les effectifs du périscolaire. Donc, la commune avait fait un autre choix. Donc, et nous avons également un problème de place. On est à 120% d'occupation des salles, donc on n'avait pas beaucoup de place non plus en restauration.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? On a fait le choix vraiment de démarrer le compostage, mais déjà avec un travail en amont. Donc, on a fait le tour des classes et des élèves pour leur expliquer pourquoi on voulait composter. Donc, c'était pour réduire les déchets, pour le bien-être de la planète. Donc, les élèves ont vraiment compris le but de la campagne. Donc, le chef de cuisine et moi-même, en début d'année, on fait le tour. On leur a expliqué qu'on avait réduit les assiettes. Ce n'était pas uniquement pour les rationner, c'était justement pour faciliter le choix, parce qu'entre un sixième et un troisième, ils ne consomment pas les mêmes types d'aliments ni la même quantité. Donc, en réduisant la taille des assiettes, ça a permis d'équilibrer l'assiette. Et l'élève, avec le système des salades bars, légumes bars, ça leur a permis de se servir eux-mêmes. Ils ont très apprécié. Ils sont vraiment devenus autonomes sur le. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment démarrer dès la préparation et pas uniquement le compostage au final. Donc, ça a permis de réduire déjà les consommations en amont, puisque ce qui n'est pas jeté peut retourner à l'assiette, soit avec une qualité de viande meilleure, soit avec des quantités, des légumes de meilleure qualité. Donc, le coût global n'a pas été modifié. On a toujours 2 € de denrées dans l'assiette. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, les élèves ont pu visiter la cuisine. On leur a expliqué comment se préparer les aliments, le détail des livraisons, etc. Bon. Donc, on a également mis en place une cellule de goût en 2016. Donc, ça a permis aux élèves de partager avec les agents. Parce qu'il y avait toujours une différence entre le monde des agents et les élèves. Là, ça a permis d'harmoniser, de partager. Il y a une meilleure communication entre les différents types de personnes de l'établissement. Voilà, donc, ça a permis d'ouvrir les esprits de tout le monde. En outre, les agents du collège ont adhéré au projet avec rigueur et volonté, parce que c'est très important que les agents soient vraiment motivés, parce que c'est quand même eux qui portent le projet. Donc là, j'ai eu du mal au début de leur faire comprendre, mais parce que le changement d'habitude est très difficile à mettre en place. Donc il m'a fallu quand même presque une année avant de pouvoir mettre en place le système de salade bar de compostage de l'établissement. Donc, mais après, ça s'est vraiment bien développé. Et maintenant, pendant le Covid, on a été obligé de fermer les salades bars, légumes bars, puisque les élèves n'avaient plus le droit de se déplacer. Donc, on a eu des retours des familles en nous demandant à quel moment on pouvait remettre les salades bars, légumes bars, etc. Voilà. Donc, en plus, ça a permis d'avoir beaucoup plus de choix au lieu du passage au sel, puisqu'il y avait une seule entrée et un plat, tandis qu'avec le système des salades bars et des desserts bars, ça a permis de laisser le choix à tout le monde. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, je vous laisse regarder les diapos. Hein. Donc, les agents communiquent plus avec les convives, je l'ai déjà dit. Donc, on peut faire beaucoup plus de produits frais, puisque ça a permis d'économiser. Donc, ça nous a permis d'avoir une production de produits frais beaucoup plus avantageuse, puisqu'au niveau des poubelles, de 8 conteneurs, on est passé à 4 conteneurs. Donc, on a fait pas mal entre guillemets, d'économies. Et au niveau du coût des conteneurs, ça nous a permis de réduire. En moyenne, je payais 4 000 € de poubelles sur l'année, et là, je suis passé en dessous de 2 000 €. L'année dernière, on en a eu pour 1 800 €. Puisqu'on est facturé au lever de conteneurs, ici en Rémy. Voilà, donc ensuite, la prochaine diapo, c'est une petite vue d'ensemble. Donc, vraiment, les élèves, ils vont se servir, ils respectent. Le principe de base, c'est ce que je prends de l'assiette, on doit le manger. Donc, ils peuvent se lever autant de fois que nécessaire pour se servir. Voilà, donc là, c'est une petite vidéo. Donc, c'est vraiment pour dire que vraiment, et l'ambiance générale en restauration scolaire, elle s'est vraiment améliorée. On voit qu'ils ont plaisir de venir à la demi-pension pour manger. Et ils disent même qu'ils mangent mieux à la cantine que chez eux. Donc, c'est pour dire. Voilà, donc l'installation du salade bar et du chaud et du froid, ça a vraiment apporté un plaisir au niveau du convive, une envie de goûter.
justement, on a permis de mettre d'autres produits qu'ils ne connaissaient pas, par exemple des tripes, des topinambours, excusez-moi, vraiment des produits que les élèves n'ont pas l'habitude de goûter. Donc, en petite quantité, pour goûter, on nous a réclamé, y compris du boudin. Donc, c'est pour dire. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Hein. Au niveau du compost, c'est un agent qui s'en occupe. On a eu des formations sur une année, régulièrement avec une association Acroboc, si je me rappelle bien. Donc, régulièrement, on est. Voilà. Donc, le premier compost, ça nous a permis d'alimenter nos parterres de fleurs, les rosiers, etc. Voilà, je ne sais pas si. Voilà, donc voilà, le composteur. Mais c'est vraiment, ça a permis vraiment de développer et les élèves en voient qui prennent plaisir à manger et à goûter. Voilà, donc je pense que. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais savoir, l'agent qui s'occupe du composteur, c'est un agent que vous avez recruté ou c'est la commune qui a recruté? Non, non, c'est un agent du collège, c'est un agent du département. Agent du Les département. agents du collège font partie D'accord. du département. D'accord. C'est l'agent d'entretien du collège. D'accord. Merci. Voilà, donc là, nous, on a fait le choix de ne pas mettre de viande dans les composteurs, parce qu'à cause du voisinage, ils avaient peur que ça attire des rats, etc., et des nuisibles. Mais de temps en temps, bon, il y a quand même un peu de viande qui va, parce qu'au moment du tri, les élèves, au démarrage, ils ont vraiment du mal à faire attention. Donc, on est obligé d'avoir une personne derrière la table de tri pour pouvoir Il y a contrôler. une question également dans le chat, si les élèves participent au compostage. Au compostage, au mélange derrière. Oui, Ouais. oui, avec des enseignants de techno et de SVT. Ils font un tour de rôle, ils viennent voir comment ça fonctionne, etc. Bon, ils ne font pas le mélange, mais ils participent ils voient l'argent, comment ils mélangent, etc. Et après, ils récupèrent le terreau pour pouvoir en mettre dans les facteurs de fleurs. Bon. Ils ont planté un petit arbuste devant le collège pour faciliter l'environnement. Donc, voilà. Donc, nous, on a fait le choix d'investir dans les salades bars pour pouvoir améliorer la qualité du service. Parce que si on reste uniquement au système self, ça n'apporte rien vraiment aux élèves et ils ne voient pas l'intérêt de faire attention. C'est-à-dire que si c'est eux qui choisissent leur menu directement, donc c'est un peu plus convivial. Bon, en sachant que bien sûr que quand il y a des entrées, on fait un choix entre carottes, tomates, salades, vraiment qui correspondent au menu, puisqu'on est tenu d'avoir un menu équilibré également. Voilà, donc là, on avait fait une campagne de gaspillage, on avait fait une pesée, et on s'était rendu compte que vraiment, on avait presque plus. C'est bien simple au niveau des poubelles, on n'a presque plus de poubelles. À part au moment du compostage, du Covid, que là, on a été obligé d'agrandir un peu les assiettes, puisque là, les élèves ne pouvaient plus se servir eux-mêmes, donc on était obligé de mettre les quantités plus ou moins réglementaires, donc il y avait pas mal de denrées qui retournaient à la poubelle. Mais depuis cette année, depuis septembre, on a remis en place le salad bar, donc là, vraiment, on voit que les denrées ont réduit de moitié par rapport à l'année dernière. Voilà, donc je pense que j'ai fini. Vous avez des questions, peut-être, je ne sais pas. Là, on avait commencé vraiment, je suis arrivé dans l'établissement en 2015 et une année après, parce que bon, j'aime l'environnement, etc. Donc, j'ai essayé de mettre en place. Mais bon. Voilà, donc, j'ai dû convaincre le chef de cuisine, c'était le plus dur à faire parce que ça a provoqué des changements dans leur production, etc. Donc, voilà. Mais après, ça a été tout seul. Après. Voilà, donc pour moi, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, je vois qu'il y a une question, comment le salad bar permet de réduire les déchets. Justement, comme les élèves prennent la quantité qu'ils veulent manger.
Donc, ça évite que si, par exemple, ils aiment les carottes, ils n'aiment pas les produits, ils goûtent et ils peuvent se resservir autant de fois que nécessaire. Parce que la taille de l'assiette, on l'a réduite. Donc, ça a permis, comme ça, au lieu qu'ils prennent une grosse, quand on sert une assiette complète et que la moitié de l'assiette parte à la poubelle, là, ça permet de prendre la quantité qu'on a envie de manger, tout simplement. D'accord, merci pour ces précisions. Mais du coup, comment vous gérez la quantité nominale qui est présentée aux enfants? Justement, c'était la difficulté de la première année. Le chef de cuisine a dû noter à chaque fois les denrées. Et comme on a une cellule de refroidissement, donc toutes les denrées qui n'étaient pas présentées le jour où qui étaient produites, on pouvait le représenter le lendemain en plat supplémentaire. Par exemple, D'accord. voilà. Hier, on avait un menu végétarien. Tout ce qui n'a pas été présenté, on le représente aujourd'hui avec la choucroute qui est prévue au menu d'aujourd'hui. Comme ça, ceux qui n'aiment pas le menu du jour, ils peuvent toujours se reporter sur le menu de la veille. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà. ouais, Donc, ouais, ok. Et les jours il y a toujours du poisson de prévu en quantité raisonnable. Donc, ceux qui n'aiment pas le plat principal, ils peuvent prendre le deuxième choix. La veille, ok. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Je ne sais pas, d'autres questions? Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous avez répondu à l'instant. Les quantités proposées par Convive sont des préconisations et non des obligations réglementaires. Ce qui fait qu'en fait, les établissements ont la possibilité d'avoir une marge de manœuvre par rapport à ça. Donc, en complément de ce que vient de dire le gestionnaire du collège, de pouvoir resservir ce qui n'a pas été présenté et ce qui peut être passé en cellule de refroidissement rapide. Vous pouvez aussi être vigilant sur les grammages et pas nécessairement proposer le grammage du GEM RCN, puisque ce n'est qu'une préconisation et non pas une obligation. Elle a fait la chef de cuisine sur une année. Elle a noté toutes les quantités et l'a adapté par rapport aux différents types de produits présentés, aux différentes salades, etc. Bon, on sait que les salades de carottes, salades vertes et de tomates fonctionnent très bien. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que de toute manière, il y a forcément une année un peu de tâtonnement et finalement, après, dès lors qu'on connaît les habitudes des enfants, on arrive après à gérer d'autant mieux les quantités à la fois produites, servies et avec dans l'objectif qu'in fine, on en est moins à la poubelle, quoi. Tout à fait, oui. Mais par contre, comment vous servez aussi des choses entre guillemets, que les enfants aiment moins, mais du coup dans des proportions qui sont plus faibles en fait? Et voilà, par exemple, le jour où on a essayé les tripes, on en a mis une petite quantité et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'enfants qui nous ont réclamé, parce que certains aiment et d'autres aiment un peu moins, mais ils ont tous essayé de goûter. On leur dit, si vous ne connaissez pas, vous goûtez. Ouais, Donc, voilà, et c'est à force de goûter qu'on aime le produit. ok, ouais. Et du coup, cette éducation au goût, elle est transmise par qui au niveau de la cuisine? Avec les enseignants, on a constitué un petit groupe de travail. Donc, et au niveau de la cuisine, c'est la chef de cuisine, moi-même qui est souvent présent de 11h à 13h pour essayer de leur expliquer le fonctionnement, etc. Parce que bon, là, on a été obligé plus ou moins de redémarrer à zéro, parce qu'avec le Covid, donc, on a recommencé à expliquer, sauf au troisième, qu'ils avaient connu déjà le système salad bar il y a en sixième. Ok, ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a deux questions. La première, c'est peut-on envisager la vente de repas non consommés à un prix très faible? Donc, j'imagine hors du collège. Non, nous, on n'a pas le. Non, tout ce qui est en cantine ne doit pas sortir de la cantine. Une question d'hygiène et de responsabilité du chef d'établissement. Et la deuxième question, c'est M. Lallemand qui constate que c'est une expérience intéressante, mais il travaille avec un prestataire et ils accueillent les enfants dans une salle polyvalente. Donc, il constate que les possibilités d'action sont limitées.
tout à fait, il faut pouvoir produire sur place pour pouvoir trouver un équilibre entre la production et le retour des gamins et le consommateur, tout simplement, pour limiter les déchets. Si je peux me permettre, nous, Organéo, on accompagne beaucoup de périscolaires, notamment en ce moment, là, sur la région de Besançon. Et en fait, on a quand même des leviers, même si on est en restauration satellite, hein. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de restaurants satellites qui ne font pas la distinction de grammage entre maternelle et élémentaire. On constate aussi qu'il y a beaucoup de sites qui commandent plus de repas que le nombre effectivement présent de convives, et de manière systématique. Le fait de proposer une sorte de self-service au niveau d'un périscolaire, où les enfants en fait, sont vraiment acteurs de leur propre service, c'est aussi possible, même si on ne prépare pas sur place. Alors bien évidemment, le gaspillage alimentaire, on arrive à beaucoup mieux le maîtriser quand on est avec la préparation sur place, mais on a quand même des leviers d'action. Et il ne faut pas se dire que parce qu'on est en restauration satellite, on ne peut rien faire. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en place qui permettent de réduire aussi. Je peux reprendre? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Je dis juste qu'il y a, par exemple, la nourriture qui n'a pas été utilisée, enfin, qui n'a pas été mangée le jour même, par exemple, comme elle sort de la chaîne du froid, elle ne peut pas être représentée le lendemain. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites quand on a une cuisine sur place, ou en tous les cas, quand il y a une cuisine aussi qui reste, enfin, une salle de restauration qui reste fixe et où on n'a pas à déplacer les bars, etc. et tout ça. Par contre, donc on a le compost qui est mis en place, etc. La seule chose, c'est que par exemple, je reviens sur les grammages où vous dites on ne fait pas la distinction entre maternelle et primaire. Alors, au démarrage, par exemple, par mon expérience personnelle, on a commencé à le faire dès le démarrage quand on a travaillé avec le prestataire, sauf qu'on s'est rendu compte que les grammages de légumes étaient les mêmes que pour les plus grands. Par contre, on avait moins de viande pour les petits et plus pour les grands, ce qui à la base paraît logique. Sauf que dans l'assiette et sur le terrain, on se rend compte qu'en fait, les plus petits mangent autant ou presque autant de viande que les grands. Mais par contre, au niveau des légumes, et Dieu sait qu'on essaye de leur faire manger, ils auraient plus tendance à le laisser sur le côté de l'assiette. Du coup, on se retrouvait avec des enfants qui nous réclamaient encore enfin, qui n'avaient pas l'impression d'avoir mangé suffisamment, ce qui fait qu'au final, je ne commande plus que des repas primaires, en sachant que mes déchets ne sont pas de la viande généralement, mais des légumes. Et donc, même si je commandais des maternelles, je n'aurais pas moins de légumes puisque le grammage est exactement le même. Je ne sais pas si j'ai été... Oui, je comprends la problématique, mais là, c'est une problématique particulière et peut-être à voir avec le prestataire pour mieux adapter les grammages. Alors, c'est ça, en fait. Ce qu'on constate aussi, c'est que parfois, on a un surgrammage. En fait, on est au-dessus du GMRCN. Alors ça, je ne peux pas vous dire, je ne me suis pas penchée sur la question, mais là, il faudrait que je reprenne les grammages. Pour apporter un complément. Ont été faits. Pardon ? Alexandre Loison, je travaille à l'Eurométropole de Metz. On a accompagné pas mal de périscolaires. Bonjour, je n'ai pas eu le temps de dire bonjour au début. Sur le gaspillage alimentaire et sur cet aspect des quantités commandées. Nous, ce qu'on a pu observer à travers des pesées de contrôle qu'on a suggérées aux structures, c'est clairement sur la viande, on a des quantités livrées très très proches de ce qui est attendu, théorique, réel, très proche. À l'inverse, sur des légumes, accompagnement ou entrée, on peut avoir des écarts relativement importants qui peuvent dépasser les 50% en termes de quantité. Une adaptation que moi je vois, et alors après, je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel enjeu pour les restaurations satellites, c'est que les prestataires s'adaptent aussi à la nouvelle demande. Aujourd'hui, on a des prestataires qui, clairement, dans leur fonctionnement, manquent encore de proposer des solutions pratiques. J'ai des retours d'expérience de la Bretagne, où on a des structures qui sont allées sur une adaptation des quantités. Elles vont commander ou de la maternelle ou de l'élémentaire selon l'attirance pour le repas. Ça paraît bête, mais finalement, quand le repas va moins plaire, vous pourriez vous dire, tiens, on prend du maternel et le truc s'écoulera. À l'inverse, s'il plaît, vous allez sur la quantité élémentaire, mais là encore, faut-il que le prestataire en face s'adapte. Et sur les denrées de fin de repas, clairement, Too Good To Go, vous savez, cette application anti-gaspi qui est pas mal dans les épiceries, les boulangeries,
à commencer à mettre en place des choses avec des périscolaires. Et moi, j'ai des retours d'expérience, notamment de l'Ouest, de Bretagne, où Too Good To Go a été mis en place. Et sur le même principe que des paniers surprises permet de donner aux familles des denrées non consommées, avec la vigilance, maintien au froid, il faut que dans les 2 heures, ça soit au frigo, de la même manière qu'on prendrait à emporter dans un restaurant. Mais clairement, c'est des choses qui existent ailleurs, ça se fait. Et donc, dernière chose, pareil, nous, on fait du service à l'assiette. Donc, on essaye de sensibiliser les enfants sur le fait qu'ils nous disent s'ils aiment ou non. Et le problème, c'est que c'est déplacer le problème, puisqu'on va effectivement avoir un restant d'assiette qui va être pauvre sur le déchet. Par contre, ça veut dire que nos plats ne se vident pas. Donc, on en revient encore une fois au fait qu'on dépend d'un prestataire et que le travail est sur les 2 fronts, en fait, et chez nous et chez le prestataire. Mais si le prestataire n'adapte pas les quantités, on se retrouve quand même coincé. Et je reviens aussi sur le fait qu'en fonction du menu, ça fait quelques années que je travaille sur place, je commence à connaître certains enfants et tout ça. Donc, moi, j'ai la facilité de savoir qui maintenant peut partir ou ne pas partir. Mais une personne qui est là que depuis quelques temps ne va pas forcément être en mesure de jauger en fonction du menu la façon dont vont partir telle ou telle chose, quoi. Mais voilà, après, je reviens sur le fait qu'il y a forcément des choses à faire mais des contraintes pour chacun qui sont différentes en fonction de l'accueil des structures et du fonctionnement, quoi. Voilà. Très bien. Je vais partager du coup à nouveau mon écran pour vous présenter l'expérimentation à l'EHPAD. Donc, c'est une maison de retraite médicalisée. Où est-ce que je suis? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai un petit souci. Sinon, c'est pas drôle. Ça a très bien marché jusqu'à présent. Voilà, on va recommencer. C'est 2 étapes. Ah. Ça devrait arriver. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc, vous avez... pardon? Donc, l'établissement, l'EHPAD, les Diaconesses de Strasbourg, donc c'est un EHPAD qui est voisin de la Maison du Compost. Il a entrepris une démarche volontaire globale en faveur de l'environnement depuis 2011-2012. C'est cette démarche que je vais vous présenter, et avec un point sur justement le compostage global des déchets de préparation et de table. Pourquoi? Alors, je vous représente les excuses de messieurs Reb et Méchine qui n'ont pas pu, qui ont eu des imprévus, ne pouvaient pas se libérer.
Du coup, je me permets de présenter, sachant que les diaconesses de Strasbourg ont été accompagnées par la Maison du Compost, structure dans laquelle je travaille, voilà, le monde est petit, pour justement tout cet accompagnement au compostage. Donc, au tout départ, il y a eu une volonté de mettre une démarche, enfin de mettre en place une démarche en faveur de l'environnement, et donc un comité de pilotage composé de salariés, mais aussi d'un éco-conseiller pour se faire accompagner, et de certains locataires aussi du foyer logement, a été mis en place au sein de la structure. Et la première action qui a été initiée a été de répondre à une charte en fait, mise en place par l'Eurométropole de Strasbourg en faveur de la biodiversité. Cette action a induit en fait, un certain nombre de résultats, enfin de mise en œuvre concrète. Donc, d'abord, l'abandon total des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, la réduction des tontes. Ils ont fait appel à des moutons pour tondre, donc c'est assez plaisant. La réduction des arrosages et la mise en place de paillage systématique. Le choix de plantation des plantes mellifères. Ils accueillent aussi un apiculteur qui dépose ses ruches en fait, dans leur parc. Ils ont l'EPA d'Emmaüs, un très très grand parc. Installation de nichoirs, d'hôtels à insectes et aussi de composteurs. Leur action a été labellisée acteur champion pour la biodiversité. Donc, c'était suite à la charte, il y avait 3 niveaux. Il y avait bronze, argent et or, et l'EHPAD a eu la médaille d'or. Ils étaient très fiers, à juste titre. Donc, au niveau des cuisines, les EHPAD de l'association Emmaüs Diaconesse ont obtenu l'éco-certification de niveau 1 au niveau de leur cuisine pour les actions menées en matière d'alimentation, c'est-à-dire pour améliorer et pour permettre une meilleure consommation en fait, de leurs résidents. Cette éco-certification a été obtenue en parallèle, c'était un travail parallèle avec leur prestataire qui est la Sodexo, donc qui cuisine sur place, mais ce n'est pas le personnel de l'EHPAD qui cuisine, c'est un personnel extérieur, mais l'équipe est soudée et collabore forcément. L'ensemble des EHPAD de l'association sont les premiers en France à avoir eu cette labellisation. Il y avait plusieurs objectifs. Donc, baisser le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. Donc là, ils répondent à l'obligation que s'est fixée l'État. Diversification des sources protéiques, le non-recours aux aliments issus d'OGM et pas d'additifs nocifs, et un choix d'achat de produits issus de l'agriculture biologique et plutôt local. Pour le concret, un reportage a été fait, donc je vais vous le diffuser. Normalement, ça fonctionne. Dites-moi si vous voyez bien et si vous entendez bien. C'est tout bon, merci. Je suis Stéphane Buzon, je suis le directeur général du pôle senior des diaconesses de Strasbourg, qui regroupe en fait 3 entités, une partie sanitaire, une partie scolaire et la partie personnes âgées dont j'ai la responsabilité. Notre réflexion concernant le zéro déchet est née d'une réflexion globale au niveau du développement durable. En quelques mots, nous avons démarré d'abord sur des choses très simples, comme la mise en place de moutons, comme la mise en place d'abeilles au sein de nos maisons. Et ensuite, nous nous sommes effectivement posé la question quel était le volume de déchets qui partait après chaque repas. Et donc, l'Eurométropole a mis en place avec un cabinet extérieur, qui est le cabinet Deloitte, un projet de partenariat sur ces réflexions. Nous avons décidé de participer. Lorsque nous pesions les déchets, nous étions à 75 à 80 grammes de déchets par personne et par jour, ce qui, de par les quotas, était relativement raisonnable. Ça voulait dire que nous avions déjà mis en place un certain nombre de process qui étaient intéressants avec la restauration collective, la cuisine partenaire de Sodexo et avec les équipes.
vraiment pu mesurer quelle était l'efficacité de ces différentes actions qui sont pour la plupart estimées au plus juste nos achats déjà au départ en utilisant des logiciels qui nous sont mis à disposition et qui nous permettent de commander au plus juste, de produire et de fabriquer la bonne quantité en utilisant des fiches techniques. Donc pour ça, les équipes sont formées très régulièrement à l'évolution de ces logiciels qui deviennent de plus en plus précis et de plus en plus performants. Et puis nos menus, on essaie de les adapter au maximum aux attentes des résidents. Donc le fait de pouvoir les servir en salle à manger, d'être en contact avec eux et d'avoir une réponse immédiate de ressenti de leur menu, trop salé, trop de quantité, mal adapté, etc. Ça permet aussi de modifier le menu. Si on n'aime pas ce qu'on mange, on va forcément le laisser dans l'assiette. Et si on le laisse dans l'assiette, c'est des déchets en plus. Par contre, nous nous sommes dit, il reste tout de même 80 grammes de déchets. Qu'est-ce que nous allons faire? Et là est née l'idée, effectivement, de mettre en place un compost. La particularité de notre compost, c'est qu'il accueille la totalité des déchets alimentaires, viande comprise. Donc, il a fallu former donc, les équipes pour faire le tri entre ce qui va dans le compost et ce qui ne va pas. Et ensuite aussi former notre personnel essentiellement d'entretien pour faire vivre le compost. Donc, nous travaillons aujourd'hui avec la Maison du Compost, qui est une association qui travaille avec la ville de Strasbourg, qui a formé nos équipes pour faire vivre ce compost. Madame David aussi, qui nous a aidé à réaliser le compost. En faisant plusieurs réunions, elle nous a montré comment on faisait un compost. Et on a sensibilisé donc également tout le personnel dans les étages. On remélange un petit peu. Le travail du compost, c'est récupérer les seaux descendus des étages. Au niveau du local poubelle, on a une pesée. En général, on a 3 à 4 seaux de 30 litres. Qui donnent de 65 à 90 kg de déchets alimentaires autour des étages. On part donc avec ça, après la pesée sur le site de compostage. Chaque seau de déchets est compensé par un seau de broyat, donc du bois qu'on peut chercher à Colombo ou qu'on peut maintenant faire nous-mêmes avec un broyeur pour mélanger et couvrir avec une dernière couche de broyat propre. La maison de retraite, avec ce projet, s'est équipée d'un broyeur pour broyer, entre autres, les branchages qui sont en abondance dans le parc. Et cela permet d'obtenir un broyat qui sert à réaliser un compost équilibré, sachant que le compost fonctionne bien s'il y a un équilibre entre éléments carbonés, comme sont le bois, et les feuilles, et éléments plutôt azotés, qui sont les déchets de repas. Petite protection contre le soleil, ça isole un tout petit peu, ça fait un peu d'ombre. Sans implication de notre personnel et sans la compréhension de ce que ça peut apporter, le personnel ne jouerait pas le jeu, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc la chance que nous avons aussi, c'est que nous avons démarré le compost. Au bout d'un certain nombre d'années, nous avions déjà travaillé sur le développement durable, donc ça part à notre personnel, et ils se sentent fortement impliqués, et souvent certains sont même dans ce raisonnement-là personnellement. L'idée, c'est justement effectivement de sensibiliser, d'en parler, de faire de la communication. Ça prend part aux habitudes, aussi bien pour les équipes de cuisine, de service, que pour les résidents eux-mêmes. On voit même des résidents, quelquefois, ne plus mettre leur serviette dans l'assiette parce qu'ils savent que la serviette n'ira pas dans le même seau que les déchets. On en parle à table, donc on sélectionne, on trie aussi un peu déjà à table. C'est très bien accueilli parce que c'est du bio, c'est de la nature, donc même les personnes âgées ici participent au jardinage. Donc, c'est déjà pas mal, c'est déjà un pas vers la nature. C'était de se tourner vers des professionnels. C'est vrai que la Maison du Compost est un partenaire privilégié puisque c'est leur métier. Et je dirais qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés à former notre personnel et aller dans ce sens, à mettre aussi en avant l'importance que ça avait, ce que ça pouvait apporter derrière le compost. Un partenaire privilégié aussi, c'est et la FEAP de mon point de vue, parce que nous nous sommes soutenus par notre fédération
Grâce à la FEAP, il est important de souligner que l'association Maïs Méconnaître fait partie du cercle de développement durable. Ça nous permet aussi, nous, de confronter nos idées avec d'autres établissements, souvent des établissements sanitaires pour qui le développement durable est réglementairement obligatoire, qui ont de très bonnes idées, mais ça fait aussi plaisir parce que ça nous permet aussi de voir que certaines de nos idées sont reprises par des très très grosses structures qui n'ont pas obligatoirement pensé à ça. Voilà, donc le film, il date de 2015. Ceci dit, la méthode est strictement la même aujourd'hui. Donc, sur la mise en place, si on fait un petit retour en arrière, c'était une action qui était en cohérence avec une démarche qui était inscrite dans le temps. Le responsable vous l'a dit. C'était progressif. Ils ne sont pas tout de suite partis sur le compostage. Ce n'était pas leur idée première d'abord. L'implication de l'ensemble du personnel est constante. Et quelle que soit leur fonction au sein de l'établissement, ils sont impliqués, ils sont partenaires, ils sont volontaires. Et dans l'occurrence, il y a eu un recours à une structure extérieure pour l'accompagnement et pour la formation du personnel, à savoir que maintenant, Monsieur Reb, que vous avez vu, qui était en charge de l'alimentation du composteur, intervient sur certaines de nos formations, notamment pour parler justement du compostage autonome en établissement à nos stagiaires. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis 2015? Les composteurs ont changé de place, ils sont à l'ombre, il n'y a plus besoin de mettre des branchages un peu aléatoires pour faire de l'ombre. Il y a actuellement 7 bacs d'1 mètre cube, mais les apports sont toujours inférieurs à 10 tonnes par an. En fait, il a une méthode de gestion où il remplit un bac, puis un bac, puis un bac, et comme ça, il sait lesquels sont mis en maturation, etc. Il y a 3 salariés qui ont été spécialement formés et qui sont en charge dans leur fiche de poste de l'entretien donc général des bâtiments et des parcs et du site de compostage. Mais l'ensemble de l'équipe animation est également formée. Donc, si par hasard, les 3 personnes qui sont normalement dévolues à l'entretien du site de compostage sont absentes, il y a moyen de suppléer et de prendre le relais sur place. Que vous dire d'autre? Les apports se font 2 fois par semaine. Donc, en fait, tous les jours, les déchets redescendent des étages. Ils sont pesés, mais ils sont stockés et l'apport ne se fait que toutes les 2 fois par semaine. Ce qui a changé, c'est que ce n'est plus le petit chariot qui devait prendre les escaliers. Ils ont investi dans une brouette à chenilles pour en faciliter la manutention. Parce que ça reste quand même un de leurs points de vigilance, en fait, de lutter contre les trucs musculo-squelettiques de ces 3 salariés notamment, et de l'ensemble de leur personnel. Ça reste un établissement à vocation hospitalière. Les bacs qui ont été mis en place en 2014, là, ils sont en cours de réflexion pour les changer dans les 2-3 ans qui viennent. Donc, ils auront tenu 10 ans, avec une quantité de déchets apportés assez importante, à savoir que la grande particularité des déchets en EHPAD, c'est que ce sont des déchets qui sont un peu plus liquides que ceux qu'on apporte habituellement. Donc, il y aura un peu plus de purée. La soupe, il ne la passe pas en compostage, elle est éliminée d'une autre manière, mais il y a beaucoup de choses en sauce. Et donc voilà, ce sont des déchets qui sont plutôt liquides. Et c'est plutôt cette catégorie de déchets qui est plus compliquée à gérer que juste les apports carnés. Vous avez à gauche le tableau de suivi que M. Reb, que vous avez à droite, rempli en fait consciencieusement. Donc là, c'est une page de 2016 parce qu'elle était colorée. Maintenant, il ne met plus de couleur. Alors, je trouvais que c'était plus joli de mettre la colorée. Mais voilà, il fait son suivi régulier. Il peut, tous les ans, il établit la quantité de déchets déposés, le compost repris. À la fin du petit film, il y a marqué que ils avaient dans l'idée en fait de vendre le compost quand ils ont vu les coûts d'analyse, en fait, parce que pour pouvoir vendre le compost à l'extérieur, il faut le faire normer.
Cette idée a été abandonnée depuis 2015. Ils n'ont pas poussé au bout et en fait, ils n'en ont pas besoin pour équilibrer le modèle économique de cette démarche-là. Quand je me suis entretenue avec M. Reg, donner un conseil, c'est que quand on fait les apports, là, comme vous le voyez sur la droite, il faut bien pousser vers les coins, parce que les coins, c'est les parties les plus sèches dans le composteur. Et donc, bien investir les coins et ne pas rester sur le milieu. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il verse les aliments, il fait un mélange superficiel et il termine par une couche épaisse de broyat qui va servir de filtre, en fait, pour éviter d'éventuelles odeurs. Et voilà, et il va remplir les bacs au fur et à mesure, successivement, et comme ça, il gère son site. Ils se sont fait en interne un petit récapitulatif de comment il faut faire. Donc, je trouvais ça assez sympathique. Ça, c'est accessible à tout le personnel. C'est au niveau de la pesée, justement, des sous. Sur comment gérer le compost à l'EHPAD. Voilà pour la présentation de l'EHPAD. Je peux éventuellement répondre à certaines de vos questions. Il y a une question sur l'apport des végétaux dans le chat, Elsa. Ah oui, pardon. Du coup, je reprends. Est-ce qu'il est suffisant sur site ou est-ce qu'il y a des approvisionnements externes en soutien? Au tout début, ils faisaient appel, en fait, il y avait un espèce de site tampon auquel nous avions accès également. C'est quand ils parlent de Cronenbourg, en fait, c'est un quartier de Strasbourg où l'ONF déposait en fait du broyat. On pouvait s'y servir sans problème. Ils ont consolidé, en fait, maintenant, ils font appel ils ont d'autres pistes. Leur site à eux ne suffit pas, en fait, mais parce qu'en fait, ils ont peu de déchets de taille. Mais par contre, ils ont suffisamment de réseaux pour pouvoir avoir un approvisionnement régulier. Et donc là, c'est plusieurs paysagistes en fait qui viennent et qui déposent. En fait, quand ils ont fait leur intervention, ils viennent, ils déposent, ils font des livraisons de structurants. Ils n'en ont jamais manqué. Et par contre, leur parc et les hautes tiges, notamment, sont entretenus par l'ONF. Du coup, c'est broyé sur place et laissé sur place. Mais ils sont jamais tombés en panne. Eux ne sont jamais tombés en panne de structurants. Ils ont toujours trouvé des ressources et des ressources, des dons, en fait. Ils n'ont pas dû investir en matière sèche. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est assez clair. Le logiciel dont il parle, c'est vraiment, c'est le logiciel qui a permis de réduire le gaspillage alimentaire de manière draconienne, en fait, parce qu'ils ont un suivi extrêmement fin. Ceci dit, la cuisine se fait quand même sur place, les convives ont leur mot à dire, et la gustativité des repas est assez haute. Pour y avoir mangé une fois, on mange très très bien à l'EHPAD. Après, ils sont toujours en constante recherche d'amélioration. Les retours, là, la quantité baisse un peu. Ils ne sont plus à 75-80 grammes de déchets par convive. Ils sont plutôt entre 65 et 70, mais ils ont un peu du mal à descendre en deçà, en fait. J'avais une question supplémentaire. Oui. Considère-t-on pour un EHPAD que les couches s'apparentent à un biodéchet pour lesquels justement la réglementation va aussi avoir sens ou pas? Et est-ce que sur ce sujet-là, l'EHPAD a mis des choses intéressantes en place, je ne sais pas, couches lavables ou des systèmes différents pour peut-être pré-traiter ces déchets-là? Parce qu'en EHPAD, nous, on observe que c'est un des problèmes de beaucoup d'EHPAD sur le territoire, c'est qu'une grande majorité de leurs bacs aujourd'hui, leurs bacs ordures ménagères notamment, sont constitués des alaises, des couches, etc. Donc, est-ce qu'il y a des solutions là-dessus? Est-ce que la réglementation pourrait s'imposer sur ce déchet spécifique?
Alors, au niveau de la réglementation concernant les textiles sanitaires, hein, c'est comme ça que c'est cette catégorie de déchets-là. Moi, je ne la connais pas, je me la suis notée. Je ferai une recherche. À l'EHPAD, il ne me semble pas qu'il soit passé au lavable. Et alors, pour composter des couches, c'est pas possible en fait, parce qu'il y a du plastique dans les couches jetables. Donc, ce ne sera pas une solution, mais effectivement, on en a conscience pour les familles qui accueillent un jeune enfant, que la poubelle a tendance à grossir de manière exponentielle avec les couches. Il faut effectivement prendre conscience que pour des couches pour adultes, ben c'est 2, 3, 4, 5 fois plus grand et plus gros. Donc forcément, ça pose de soucis. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont mis en place au niveau des couches. Vu leur démarche, je pense que c'est un point qu'ils ont en vigilance, mais je me renseignerai et je mettrai en commentaire lors du post sur le site du réseau pour donner l'info. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous propose de continuer notre petit parcours. Alors, si on reprend notre déroulé. Voilà, nous en sommes, donc ça c'était les diaconesses. Donc, les atouts du compostage autonome en établissement. J'ai envie de dire, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez là en citer ceux qui vous viennent, les principaux, à votre avis, au vu de des différents témoignages, quels seraient le ou les principaux atouts? Et après, je vous représenterai la synthèse à laquelle nous avons pensé avec Gaël. Réduire la facture déchets s'il y en a une. En général, il y en a. Autre chose? Il y a l'implication des citoyens qui est citée dans le chat, Elsa. Merci. Ainsi que la convivialité. La valorisation des déchets. Je pense qu'on peut rajouter sur place. Il y a également l'amendement gratuit pour les espaces verts. Et être en accord avec la réglementation. C'est une très bonne remarque. Il y a aussi de moyens de sensibiliser la jeunesse au gaspillage alimentaire.
Alors Elsa, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, il y a aussi la participation, favoriser le travail en équipe, créer un collectif en interne, réduire les tonnages transportés en déchetterie et les quantités de déchets dans les ordures ménagères résiduelles. Et aussi répondre à une démarche de développement durable portée au sein de la structure. Ça recoupe largement. Ah, il en reste. Oui, c'est pas faux. Nous les avions catégorisés en trois, on a répartis en 4 catégories en fait. Donc, les atouts du compostage autonome en établissement permettent d'être un support pédagogique concret, à la fois pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour créer du lien dans un projet d'établissement interdisciplinaire, et dans les écoles pour travailler un peu différemment, les maths, la SVT, le vivre ensemble, etc. Il y a l'aspect économique, forcément. D'abord, l'économie dans l'achat des denrées, hein, ça a été bien spécifié. Dans le traitement des déchets de cuisine et de table, donc traitement, ça va être tout ce que vous avez cité avec les factures liées aux déchets, à la collecte des déchets. Et puis, les déchets verts qui ne seront pas apportés éventuellement en déchetterie, puis qui vont être utilisés sur place pour l'apport de matières sèches. Ça permet aussi une montée en compétences des professionnels formés, que ce soit ceux de la restauration, ceux de l'entretien. Ça peut aussi être des différents bénéficiaires, parce qu'avoir conscience du gaspillage alimentaire, c'est aussi une compétence, je pense, aujourd'hui. Et cela marque un engagement environnemental assez fort quand même. Ça demande, c'est un changement un peu de mode de fonctionnement, donc ça demande un investissement global. On a également levé quelques points de vigilance. Il faut associer à la fois les usagers et les personnels en fait, au projet. L'idée serait de former au moins 3 référents pour que d'abord la charge ne repose pas que sur une seule personne et que s'il y a une défection pour une raison X ou Y, le projet ne capote pas ou que ça ne risque pas d'entraîner un certain nombre de soucis, on va dire. Ça demande un peu d'investissement. Donc, il faut bien choisir son matériel. Il faut bien choisir son composteur aussi. Et notamment dans le choix du composteur, ce qui va déterminer son prix, ça va être l'épaisseur de planche. Vous pouvez avoir des composteurs qui d'aspect, ont des caractéristiques identiques, mais vérifiez l'épaisseur de planche, parce que plus la planche va être épaisse, plus il va durer dans le temps, forcément. Ça reste un milieu qui est humide, hein, et le bois étant un matériau vivant, il absorbe l'humidité. L'idée serait d'intégrer la démarche dans un projet plus global, un projet d'établissement, qu'il soit scolaire ou non, hein, c'est plus global. Voilà, c'est pas juste une lubie du moment, non, c'est cohérent et c'est en cohérence avec le reste des actions. Il faut mobiliser les compétences d'un maître composteur du territoire. Alors, d'une asso, autre, s'il y en a un au sein de la commune. Hein, il me semble qu'il y a des maîtres composteurs à l'Eurométropole de Metz. Et il faut tenir à jour le registre de suivi, c'est un impératif. Alors, c'est un impératif qu'on a du mal à faire respecter en compostage partagé, mais alors en compostage en établissement, c'est un impératif. D'abord, ça permet aussi de voir où on en est, ça permet un suivi plus fin aussi, hein, ça permet de voir si les actions qu'on a mises en place, elles portent. Donc, c'est un indicateur qui est pertinent pour son propre suivi, et puis c'est une obligation légale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces points ou des compléments? On a peut-être oublié quelques points. Sinon, je vous propose d'arrêter mon partage et de laisser du coup la parole à Nicolas sur l'accompagnement, j'ai tendance à dire indispensable. L'accompagnement professionnel indispensable, ouais, je pense qu'il est indispensable dans ce cas-là en tout cas.
J'aurais juste à rajouter, moi, l'ergonomie de l'installation pour ceux qui l'utilisent, parce que ce n'est pas toujours très ergonomique dans les contenants à manipuler. Ça me semble assez important pour s'éviter les TM, enfin, voilà, hein, les troubles musculo-squelettiques et autres. Et une vraie garantie sur l'approvisionnement, peut-être multisource ou une seule source, mais en apport en matière brute, parce que ça peut être un vrai gisement à l'année et c'est pas toujours évident de d'avoir cette garantie-là. Donc, moi, ça me semble essentiel. L'ergonomie, c'est pour ça qu'il est, indispensable que ce soit l'établissement, enfin que l'ensemble des personnels soit associé au projet. En fait, faut pas que ce soit pris comme une surcharge, une chose à faire en plus. Voilà, c'est pas. S'il y a 3 marches à descendre et qu'il faut porter le chariot pour descendre ces 3 marches, ça ne tiendra pas dans le temps. Il faudra fabriquer la rampe ou trouver un autre lieu. Je regarde juste. Alors, pour répondre à Monsieur Lallemand qui demande vers qui se tourner pour la formation de référence selon le dispositif PGProx, et ben vers le réseau Compost Citoyen Grand Est qui va pouvoir vous adresser à la liste des organismes de formation qui sont labellisés en fait par le réseau Compost Citoyen National. Donc c'est en fait les organismes de formation sont chartés par le réseau Compost Citoyen National pour dispenser des formations de référents, guides, maîtres composteurs et chargés de mission biodéchets. Donc il y a alors, il y aura pas on ne recense pas les formations références sur le site du réseau Compost Citoyen, mais selon votre territoire, vous envoyez un message au réseau et on vous donnera la liste des organismes de formation chartés. Oui, je sais, Nicolas, il y a effectivement le site Les Activateurs, mais en fait, il va basculer sur le site du réseau Compost Citoyen National. Et j'y suis pas allée depuis un certain temps et je ne sais pas s'il est encore en fonctionnalité. Donc, alors, les activateurs, c'est le passage obligé aujourd'hui quand même pour s'inscrire sur les formations, en tout cas interstructures, qui sont proposées par les structures de formation. Et normalement, il est tenu à jour par les acteurs. Après, oui, comme le dit Elsa, ça va évoluer dans pas très longtemps, mais oui, si vous prenez contact directement avec le RCC Grand Est, vous aurez l'info également. Du coup, je pourrais donner le nouveau lien, en fait. Parce que normalement, la bascule entre l'ancien site du réseau Compost Citoyen National et le nouveau, c'est là, cette fin de mois. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de communiquer sur les activateurs. Mais oui, effectivement, il y aura peut-être une redirection. Je ne sais pas comment ils gèrent ça. Je n'ai pas suivi dessus. Du coup, je te laisse partager ton écran, Nicolas. Oui. Est-ce que c'est tout bon? Vous voyez mon écran? Alors, oui, comme le disait Elsa, c'est à notre sens indispensable de se faire accompagner. Il y a pas mal de structures en Grand Est aujourd'hui. La Maison du Compost qui est compétente sur tout le périmètre alsacien. Sur la Lorraine, donc il y a Mocoche, donc Gaël qui peut intervenir sur ces thématiques. Nous-mêmes, Organéo, sur Nancy, il y a également sur la thématique alimentation durable et gaspillage alimentaire, Frugali, Émilie de la Causerie, et plutôt du côté Meuse et plutôt donc ouest de la région, la coopérative Synercop a pas mal d'intervenants indépendants qui peuvent vous accompagner sur ces sujets. Donc là, je vais parler au nom d'Organéo, mais on n'est pas les seuls dans le Grand Est qui pourront vous accompagner. Alors, Organéo, nous, on est bureau d'études donc fondé en 2012. On est présent en région Île-de-France et en région Grand Est. Le siège est basé à Metz. Depuis 2014, on a accompagné plus de 83 établissements sur le gaspillage alimentaire et le compostage en établissement. Et on a réalisé plus de 200 campagnes de pesée de 1 à 2 semaines chacune.
Donc, on a pas mal de recul sur ces sujets. On a beaucoup parlé du gaspillage alimentaire en lien avec le compostage. Effectivement, en fait, 85 à 95% des biodéchets, donc des déchets de cuisine et de table en restauration collective, en fait, sont composés de gaspillage alimentaire. Donc, quand on veut gérer des biodéchets sur un restaurant collectif, déjà s'intéresser à réduire à la source le gisement en luttant contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment le premier levier d'amélioration. Pour ce faire, c'est important de se faire accompagner, mais également de se former. Donc nous, on est intervenu pour de nombreux EPCI et puis de nombreuses collectivités telles que les départements des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse. On a fait le bilan sur 36 établissements qu'on a accompagnés pour les départements de Meurthe-et-Moselle. Au global, on a réduit de 22% le gaspillage alimentaire sur les collèges accompagnés à horizon 1 an. Donc nous, on accompagne généralement sur une période d'1 an un établissement pour amorcer donc, le travail sur le gaspillage alimentaire et ensuite, donc, à l'image du témoignage qu'on a eu tout à l'heure, sur la Moselle, l'accompagnement s'est aussi fait de cette manière et l'établissement continue ensuite de manière autonome à travailler sur le gaspillage alimentaire et à le maîtriser. Et sur les lycées de la région Grand Est, sur 17 établissements qui ont été accompagnés et qui ont fait une deuxième campagne de pesée, on observe une réduction de 28% sur un projet de 2 ans, donc dans le cadre du programme Gaspillons moins, mangeons mieux, qui est porté par la Grande Région. Donc nous, dans les bonnes pratiques qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas faire un projet qui mêle gaspillage alimentaire et compostage en même temps, en tout cas sur la même année scolaire, parce que souvent c'est confusant pour les équipes. On peut se retrouver avec un composteur qui devient une boîte à gâchis parce qu'on se focalise sur le compostage et on ne travaille pas forcément de manière assez importante sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est vraiment bien de commencer soit par l'un, soit par l'autre. Alors a priori, plutôt sur réduire le gaspillage alimentaire en amont et ensuite continuer sur le compostage, sachant que le compostage est beaucoup plus facile à gérer si le gaspillage alimentaire est faible. Nous, dans le cadre de nos formations, on va souvent donc sur le collège de Moulins-les-Metz, qui a été accompagné, comme celui de Rémy, et qui aujourd'hui est en dessous de 40 grammes par convive et par repas de gaspillage alimentaire, ce qui leur permet de gérer aux alentours de 10 kg par jour maximum de déchets alimentaires au composteur, ce qui reste tout à fait facile à maîtriser au quotidien. C'est pas beaucoup plus compliqué d'apporter la nourriture les restes de nourriture dans un composteur et de la gérer en apportant un peu de broyat que d'aller finalement jeter une cinquantaine de kilos dans des bacs à ordures ménagères. Donc voilà, ça permet vraiment de maîtriser la gestion des déchets au quotidien. Sur les manières de mener des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire et de compostage en établissement, donc nous, on préconise différentes étapes. Si maintenant vous êtes amené à consulter des prestataires extérieurs ou si vous êtes amené à rédiger un cahier des charges pour vous faire accompagner, voilà vraiment les étapes qui nous semblent absolument indispensables pour s'inscrire dans le cadre de la réglementation et des bonnes pratiques. Donc sur le gaspillage alimentaire, présenter déjà le projet aux équipes des établissements pour expliquer les enjeux et engager les équipes dans la démarche. Donc comme ça a été dit précédemment, c'est tout le monde qui est concerné sur ces sujets, les usagers, les équipes de cuisine, les agents des collèges, si on est sur un collège ou des lycées, les animateurs sur les périscolaires, vraiment tout le monde est impacté et tout le monde peut avoir des idées pour réduire le gaspillage et mieux gérer les déchets. Donc c'est vraiment important d'impliquer tout le monde, d'expliquer ce qu'on va faire. Ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser un diagnostic. Donc un diagnostic qui est quantitatif par l'organisation de campagnes de pesée. Le but, c'est vraiment de bien mesurer le gaspillage alimentaire et identifier son origine. Ça permet de mieux identifier les leviers d'action. Également, de faire un diagnostic qualitatif en étudiant le service de restauration pour identifier les leviers d'optimisation. On a vu tout à l'heure l'exemple des barres à salade, des barres à accompagnement. Ça, c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien, mais il faut pouvoir le mettre en place et puis il faut bien accompagner cette démarche. Donc voilà, c'est bien important de tracer le diagnostic qualitatif aussi pour pouvoir amener les équipes à changer leurs pratiques. Une fois que le diagnostic est réalisé, donc présenter les résultats au maximum de parties prenantes en impliquant les convives et les familles des convives, puisque
c'est vraiment important de porter à la connaissance de tous les résultats pour pouvoir mieux agir de manière globale. Et avec toutes ces parties prenantes, d'élaborer un plan d'action. Éviter d'avoir une posture trop descendante, vraiment faire en sorte que le plan d'action soit élaboré par les gens qui sont sur place et qui sont concernés au quotidien dans leur pratique. Et donc, quand on élabore le plan d'action, nous, ce qu'on conseille, c'est d'essayer de se fixer des fonctions qui sont atteignables des actions qui sont atteignables sur un an. Donc, éviter de faire 15 actions dès un an pour se trouver submergé. Généralement, on se fixe des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire et on formalise un plan d'action qui contienne 3 à 4 actions maximum à réaliser sur un an. Et ensuite, au bout de cette année, on fait une deuxième campagne de pesée des déchets alimentaires qui permet de vérifier si on a bien une réduction du gaspillage alimentaire. L'idéal, c'est même de faire des pesées continues. Alors là, sur la photo qui apparaît à l'écran, on fait vraiment des pesées en séparant les différentes composantes du repas. Mais l'important, c'est d'avoir le grammage par convive et par repas au global. Donc, quand vous faites des pesées de suivi, ce n'est pas la peine forcément de faire des pesées très compliquées, hein. Vous pesez les déchets alimentaires en fin de repas. Vous savez qu'il y a entre 5 et 15% des déchets alimentaires qui ne seront pas évitables, mais tout le reste, c'est du gaspillage alimentaire. Et vous divisez par le nombre de convives qui est effectivement présent sur place. Et vous savez tout de suite quelle est la quantité de gaspillage alimentaire par repas. Et ça vous permet de faire un suivi facile et vraiment efficace au quotidien. Donc voilà pour le gaspillage alimentaire. Sur le compostage en établissement, donc c'est vraiment important de bien dimensionner l'aire de compostage par rapport aux quantités de biodéchets qui sont générés sur place. Si on a réduit en amont, eh bien on a besoin pas forcément d'énormément de matériel sur un établissement. Elsa l'a bien dit, il faut s'assurer d'avoir une ressource pérenne en matière sèche structurante pour pouvoir bien composter sur un établissement, notamment scolaire. Cette ressource pérenne, elle est soit sur le site, soit en partenariat avec des services techniques des collectivités, soit en partenariat avec des élagueurs ou bien des prestataires d'entretien des espaces verts. Une fois que l'aire de compostage est dimensionnée à l'aide d'un maître composteur, valider le projet et définir les rôles de chacun. Donc, il vaut mieux éviter que le compostage soit l'affaire d'une seule personne. Si tout repose sur un seul agent, eh bien, dès que cet agent est soit en vacances, soit en arrêt maladie, eh bien, il y a tout qui s'arrête. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première formation de référent de site qu'on a réalisée chez Organéo, ça a été sur un site qui compostait les déchets carnés. Et on a fait cette formation le jour où l'agent qui était le référent attitré du composteur était en arrêt maladie. Et donc, plus personne ne s'occupait des composteurs. Et je peux vous dire que quand on s'est mis à faire des brassages du compost avec la présence de viande, alors que le composteur n'avait pas été suivi depuis 2 semaines, eh bien, l'odeur nauséabonde a vraiment convaincu les équipes qu'on formait de ne pas composter la viande. Or, c'était vraiment dû au fait qu'il n'y avait pas de remplaçant pour le référent. Donc, on peut se retrouver avec des situations où c'est très, très difficile de remettre en place des bonnes pratiques et puis de gérer tous ces biodéchets si on montre des contre-exemples comme ceux-ci. Donc, former des référents, et donc au minimum 3, c'est vrai que 2, c'est vraiment le minimum. 3, c'est vraiment l'idéal, de manière à ce que le site soit toujours en bon état de fonctionnement, et selon le référentiel du réseau compost citoyen au niveau national, puisque là, c'est vraiment la garantie d'avoir les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. L'étape suivante, c'est bien évidemment d'installer l'aire de compostage, et si possible de l'inaugurer dans le cadre d'une action conviviale. C'est toujours mieux d'impliquer tout le monde aussi dans des conditions qui ne sont pas que des réunions un petit peu ternes, mais aussi de faire un apéro compost, ça peut être sympa pour lancer l'aire de compostage. Et ensuite, chose qui est vraiment importante, c'est d'assurer un suivi du site pour que les équipes ne se retrouvent pas toutes seules face à leurs problématiques. Donc, faire un suivi entre 1 à 3 fois par an, c'est vraiment important pour s'assurer de son bon fonctionnement, s'assurer qu'il n'y a pas de rupture dans l'approvisionnement en matière sèche, s'assurer de pouvoir répondre aux questions des personnes, parce que souvent, quand on n'a jamais composté, on se retrouve face à des problématiques qui apparaissent en cours de route, et de pouvoir poser des questions à des personnes qui voient d'autres établissements, c'est toujours un plus. Donc voilà, faire un suivi, c'est vraiment la clé.
pour vous, collectivité, si vous voulez vous assurer que les aires de compostage en établissement fonctionnent bien et soient pérennes. Voilà pour les quelques préconisations qu'on pouvait émettre. Donc, je l'ai dit, hein, nous, Organéo, on est un exemple, mais il y a beaucoup d'acteurs en Grand Est qui peuvent vous accompagner, et je pense que c'est vraiment un plus si vous voulez atteindre vos objectifs vis-à-vis des biodéchets. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y en a une dans le chat, sur la réglementation du compostage partagé entre la circulaire du 13 décembre 2018 et l'arrêté du 9 avril 2018 et le référentiel réseau compost citoyen. La formation de référent, est-ce une obligation légale ou une préconisation au final? Alors, c'est en fait, c'est la circulaire de 2012 qui oblige d'avoir des référents formés sur site. Donc, ça ne précise pas que c'est selon le référentiel RCC, puisque le référentiel RCC, en fait, c'était le référentiel ADEME à cette époque-là, qui est passé dans les mains du réseau compost citoyen depuis. Mais former les référents, oui, est une obligation réglementaire. Et pour s'assurer de la qualité de cette formation, voilà, on préconise que ce soit fait selon le référentiel. Je vais d'ailleurs essayer de vous mettre le lien vers le référentiel dans le chat. Est-ce qu'il existe des sites en Grand Est qui font appel à des prestataires extérieurs pour le suivi du site, que ce soit un ESAT ou autre, ou un prestataire pépiniériste, enfin paysagiste ou autre, pour l'accompagner peut-être sur le suivi ou sur les moments clés? Est-ce que ce type de choses existe? Alors, dans le sens, comment dire, il y a un grand débat au niveau du réseau national, hein, justement, sur ce sujet. Est-ce que cet accompagnement, c'est juste aider à ce que les gens aient les bonnes pratiques, ou est-ce qu'on va jusqu'à fournir un service de brassage, de retournement, d'apport de broyat? Oui. Donc là, c'est vraiment il y a des… alors, à ma connaissance, en Grand Est, il n'y a pas de prestataire qui propose cela aujourd'hui. Peut-être toi, Elsa, t'en connais en Alsace, sur Strasbourg? Non, ce sera de la collecte, en fait. Il y a des, voilà, il y a du des compostage personnes in situ, ce sera de la collecte. Mais nous, par exemple, dans la démarche à l'Eurométropole, c'est vrai il y a l'obligation de biodéchets qui va être multiple. Mais la question, ça peut être de se poser, tiens, comment on peut essayer de favoriser l'émergence de professionnels pour lesquels c'est pas le seul métier d'aller faire du suivi de site, mais d'être aussi un levier pour des sites qui n'ont pas forcément le personnel, qui n'ont pas forcément et pour autant qui sont ouverts au compostage, quoi. Parce que finalement, si demain l'obligation s'impose, les sites, on peut supposer qu'ils vont se démultiplier à une échelle beaucoup plus, comme des sites de quartier, hein. Je prends le cas des sites de compostage de quartier, s'appuyer uniquement sur les habitants volontaires, là, il peut y avoir une fatigue, un fort turnover. Là aussi, de s'appuyer sur des acteurs qui ont ces compétences-là, même de manière ponctuelle. Enfin, ça semble être un point de réflexion à poser, quoi. Mais là, c'est entre les mains de la collectivité, en réalité, de faire le choix d'avoir cette aide. Mais effectivement, quand nous, Organéo, on intervenait dans les collèges de Meurthe-et-Moselle, lors de nos visites de suivi, on en profitait pour que ce soit aussi l'étape de transfert du bac d'apport vers le bac de maturation. Et on aidait les référents sur place à effectuer le brassage, à avoir les actions correctives et voilà, à s'assurer que les bonnes pratiques étaient en place. Donc, on était là pour les aider. Mais c'est vrai qu'on était missionné sur un accompagnement, somme toute, au début du projet et pas sur la durée. Voilà, ce n'était pas sur un accompagnement qui était à durée indéterminée. Il y a certaines collectivités, mais c'est pour le compostage partagé, on fait le choix de le gérer en régie. Donc, c'est des agents intercommunaux qui gèrent. Je pense au SMICTOM de la région de Saverne. Mais pour les établissements, si ce n'est pas traité in situ, en général, ils font appel à une collecte, en fait. Ça peut être une collecte en mode doux, hein, ça peut être une collecte à vélo avec compostage derrière, mais je n'ai pas connaissance, moi, de structures qui font, entre guillemets, à la place d'eux. Mais après, tout est ouvert, en fait. On perd peut-être l'implication globale
globale de la structure, mais encore que c'est à inventer. Mais effectivement, si on veut que les déchets organiques soient compostés et pas forcément méthanisés ou autres, il faudra peut-être en passer par là, ouais. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas ces exemples-là. Mais je réfléchis même ailleurs qu'en Alsace. Mais comme disent mes collègues formateurs chez Organeo, le composteur n'est pas une boîte à gâchis. Donc le but du jeu, c'est que le composteur soit vide en réalité. Et qu'il soit si peu rempli que ce soit vraiment très simple au quotidien de le gérer. Peut-être que M. Calvente peut rebondir là-dessus. Je ne sais pas si vos agents sont face à des quantités énormes. Mais... Non, en moyenne, on a 3 seaux de 10 litres. Donc, c'est vraiment, et en plus, pas rempli complètement. Donc, en résumé, 6 à 7 kilos vraiment pour 600 convives. Bon, c'est pas énorme. Et ça va relativement vite. Hein. Il met les 2-3 seaux, il met un peu de broyat, il mélange un peu et il remet une couche de broyat pour protéger. Voilà. Non, mais effectivement, nous, à la maison du compost, on dit toujours, on porte le nom la maison du compost, mais l'objectif, c'est que vous ne compostiez pas, ou le moins possible, en fait. C'est vraiment ce qu'on n'a pas réussi à détourner ou à éviter qu'on va composter. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Je suis troublée par l'horloge qui est derrière M. Calvente, qui n'indique pas du tout la bonne heure. Est-ce qu'il vous reste des questions? J'aurais une question, s'il vous plaît. Donc, le PowerPoint que vous nous avez présenté, il sera accessible sur le site alors Sur le site internet du réseau, oui. D'accord, très bien. À partir de quand? Je vais essayer de faire bon élève d'ici la fin de la semaine prochaine. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que je veux frustrer personne? J'ai mis le lien vers le référentiel. Excuse-moi, Elsa, j'ai mis dans le chat le lien vers le référentiel de formation qui est sur Optigel, donc le site de l'ADEME, si vous souhaitez en prendre connaissance. Excuse-moi. Non, je t'en prie. En fait, je l'avais vu, je n'ai pas pensé à mettre l'accent dessus, effectivement. Mais je vous remercie en fait de votre participation, de votre attention, de vos questions et compléments. J'espère vous retrouver du coup le 8 novembre prochain pour le dernier webinaire de notre série qui sera consacré au coût de la PG Prox. Alors, on ne fera pas un coût global, ce sera c'est pas des grandes notions sur régional, ça va être vraiment comment on met en place, des fourchettes de prix, combien ça coûte pour pouvoir un peu monter ou imaginer vos budgets d'ici l'arrivée de l'obligation au 31 décembre 2023. Là, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée et à très bientôt. N'hésitez pas à nous soutenir en adhérant si vous le souhaitez et quoi qu'il en soit, adhérant ou pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, on y répondra avec grand plaisir.